Salam alaikum, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre émission Politis. Ce soir, j'ai l'honneur d'inviter Dr Mohamed Ould-Mouloud, président du parti IFP, autrement dit, Force des Progrès, l'Union des Forces des Progrès. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Et je vous remercie à mon tour pour l'invitation que vous avez bien voulu me faire. Merci. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer vos téléspectateurs. Merci beaucoup, merci. C'est entendu. Voilà. Monsieur le Président, rebonsoir. Pour commencer, comment se porte l'UFP après le départ de certains cadres de ses militants et la reconnaissance par vous-même de l'existence de désaccords au sein de votre formation? Bon, c'est un sujet qui intéresse beaucoup apparemment la presse, certains observateurs. Mais j'ai peur de les recevoir parce que ce n'est pas une question qui est véritablement pleine de, comment je vais dire, pleine de scoop. En fait, il s'agit d'un parti démocratique qui prend ses décisions avec responsabilité et lorsqu'il est face à des choix difficiles, il n'hésite pas à prendre les choix qui s'imposent. Évidemment, dans des conditions comme celles que nous avons connues lors des élections passées, des élections législatives, le pouvoir nous a imposé d'avoir à choisir entre accepter des élections taillées sur mesure qui visent à les légitimer ou à boycotter et donc se priver de pouvoir reconduire des élus que nous avons pu avoir dans les élections précédentes de haute lutte. Donc c'était un choix très difficile. Bon, nous avons pensé que il y a la priorité de se battre pour que dans ce pays advienne finalement la possibilité de faire une transition démocratique, qu'on ouvre la voie à la possibilité de l'alternance par les urnes et que c'était impossible sans que les règles du jeu soient reprécisées de façon consensuelle. Or, continuer à participer dans des élections imposées par des pouvoirs autoritaires, c'est continuer toujours à reconduire la même situation. Et nous avons fait une grande alliance qui était engagée dans cette voie. Il n'était pas possible pour l'UFP, qui a une tradition d'être toujours à l'avant-garde du combat pour la démocratie et pour la liberté de notre peuple, de se dédire et de provoquer la cassure de l'opposition et de donner au pouvoir, sur un plateau d'argent, la possibilité de se légitimer et de légitimer un système fondé sur le despotisme. Donc nous avons boycotté. Certains de nos membres du parti ont été relativement choqués par cette décision qui prive le parti de certains sièges, et qui ont un avis contraire par rapport à ce choix difficile. Donc vous comprenez bien qu'il y a eu une secousse au sein du parti, mais le parti a dépassé cela. Et donc, pour le moment, je pense que nous pouvons considérer que nous avons affaire maintenant à de nouveaux choix, à de nouveaux challenges. Nous avons préservé l'unité de l'opposition. Nous avons préservé la légitimité de notre combat pour gagner le changement à travers un processus politique. Et donc cette option ne peut être maintenue qu'en levant haut le drapeau de la combativité de la lutte. C'est ce que nous faisons. Et au tournant difficile, il est toujours possible que certains
camarades, certains compagnons de route ne les comprennent pas ou jugent autrement. Et donc, ça fait partie de l'histoire de la lutte politique. On ne peut jamais éviter ça. Mais l'essentiel, c'est que le parti, dans son ensemble, à part quelques défections, est uni pour s'engager dans la même voie, qui est celle de l'unité dans la lutte contre le despotisme et pour que dans ce pays, on puisse aboutir à une situation démocratique, à une situation qui ouvre la voie au changement, à la tolérance démocratique. Et ça vaut la peine de prendre des risques, de perdre des sièges d'élus, momentanément, c'est certainement momentané. Ah, bien. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de discuter avec eux pour leur éventuel ou un éventuel retour au syndicat. Les portes du parti sont ouvertes, toujours. Mais que sont-ils devenus? Sont-ils partis au pouvoir? Bon, écoutez, ce n'est pas vraiment... ce qui préoccupe actuellement le parti, c'est plutôt de réussir dans son combat. Et peut-être d'ailleurs, il faut s'intéresser à ce que le parti a gagné. Il a gagné beaucoup plus de gens qui considèrent que la décision était bonne, qui considèrent que ce pouvoir, il faut oser s'opposer à ce pouvoir, il faut oser lui résister, il faut oser rester ferme sur ses positions et ne pas accepter toujours le diktat du pouvoir en place et ne pas accepter chaque fois de se résigner et éviter aussi d'avoir une approche utilitariste, une approche qui vise surtout à avoir quelques sièges, à avoir quelque chose, à avoir une part du gâteau. Ça, c'est une approche qui n'a jamais laissé l'opposition et qui n'a jamais laissé les opposants dans l'histoire donner non seulement donner une crédibilité à leur combat, mais qui les a toujours empêchés d'aboutir à des résultats, effectifs. Parce qu'en cours de route, ils prennent des calculs essentiellement particularistes. Il faut que je trouve ceci, il faut que j'ai un poste, je dois conserver mon poste, je ne peux plus prendre des risques, etc. Et finalement, le combat se dilue et finalement, ils perdent leur crédibilité et ils perdent toutes les chances d'aboutir à leur objectif. L'UFP cherche à se maintenir dans la voie qu'elle a annoncée à tout le peuple par ses déclarations, par ses positions. Elle va rester toujours à l'avant-garde du combat pour gagner la démocratie, pour gagner la liberté pour notre peuple. Très bien. Mais Monsieur le Président, ne sentez-vous pas que boycotter ces élections, précisément, ce qui vous a fait perdre pratiquement une tribune très importante dans laquelle les gens qui suivent les débats parlementaires ont certainement la nostalgie des interventions de Bedreddine, les interventions de Khadjata Malek Diallo. C'était important. Bien sûr. Alors. Bien sûr, cette tribune est importante et bien sûr leur intervention, l'opinion publique les regrette. Mais il n'y a pas que ça. Le parti n'est pas un parti. Pour avoir une tribune, surtout, il fait des discours. C'est un parti de combat. Nous avons créé un parti pour le combat, pour le changement. Pas un parti pour parler, surtout pour avoir une tribune où parler. Et ce combat-là, c'est un combat où il faut parfois descendre dans la rue, où il faut parfois faire des pressions, où il faut parfois résister, où il faut parfois dire non, nous refusons. Ça, c'est un combat. Donc, ce n'est pas seulement les discours. Il y a aussi le combat politique. Descendre sur l'arène, faire front. Et si vous ne faites pas front pour défendre les positions que vous posez et les doléances que vous réclamez, personne ne vous suivra. Parce que vous-même, vous n'êtes pas capable de résister. Vous n'êtes pas capable de maintenir vos positions. Vous êtes pratiquement obnubilé
par la conservation des acquis. Mais vous allez les perdre, parce que vous perdez votre crédibilité. Et si vous passez tout votre temps à faire des discours au Parlement, des discours dans les chaînes télévisées, les parlementaires étaient en contact direct avec la population, ils recevaient des... Non, mais le changement, ça ne se fait pas par les discours. Il faut amener avec vous les forces, les populations, pour exercer la pression qu'il faut pour opérer le changement. Ces populations, ces alliés, ces forces que vous allez regrouper, vous les regroupez par une stratégie, par une tactique, par des décisions fortes pour faire front face à l'adversaire. Et donc ce n'est pas une histoire de discours, c'est une histoire de lutte politique concrète. Donc ramenez ça, évidemment, votre discours maintenant vous allez le faire par d'autres voies, il n'y a pas que le Parlement. Vous allez le faire. Actuellement, je suis en train de faire tout un exposer notre opinion. Est-ce que votre télévision n'est pas une tribune? Oui, mais nous l'avons voulu. Vous l'avez voulu. Mais le système aujourd'hui, c'est un système de liberté relative de presse, d'audiovisuel. Mais la liberté de l'audiovisuel, ça a été gagné par la lutte. Par une lutte. C'est pas tombé du ciel. Et donc, là, il y a ce qu'on appelle la lutte générale politique. Elle comporte des tribunes, elle comporte des actions de masse, elle comporte des alliances, elle comporte des positions et des plateformes. Et tout cela ne peut pas se réduire seulement à un aspect. Tout cela contribue au changement. Très bien. Monsieur le Président, comment se porte l'UFP actuellement? Mais vous revenez au point de départ. Je vous dis qu'elle se porte bien. Elle se porte bien. Ah bon? Et la preuve, c'est qu'elle est à l'avant-garde, toujours dans le combat. Elle a joué un rôle central dans la constitution, après les élections, dans la constitution du Forum. Elle continue de jouer son rôle de premier plan avec les autres alliés politiques de la CODE et actuellement du Forum, dans les luttes et dans les actions que nous menons pour imposer un changement démocratique par les urnes et à travers un accord sur les règles du jeu de façon consensuelle. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure du FNDU. Le FNDU auquel vous appartient à votre formation vient de mettre au point une nouvelle stratégie, bien sûr de lutte. Quelles sont les grandes lignes de cette stratégie et en quoi diffère-t-elle des actions menées jusqu'ici? Bon, je ne veux pas anticiper sur les décisions du Forum parce que vous avez émis une plateforme tout à l'heure. Sous peu, le nouveau programme du FNDU va être adopté par le Conseil du Forum, donc dans le courant de cette semaine. Donc avant son adoption, je n'ai pas la responsabilité de l'exposer. Vous avez moins une idée, Monsieur le Président? Non, c'est toujours dans la même ligne du Forum, c'est-à-dire une ligne de lutte et de pression pour qu'il y ait un changement qui ouvre la voie véritablement à l'amorce d'une transition démocratique. C'est-à-dire c'est que on accepte, que le pouvoir actuel accepte que la situation actuelle n'est pas normale. La situation politique actuelle n'est pas normale. Nous avons des institutions élues à travers des élections unilatérales. Donc, il y a un problème de crédibilité, il y a un problème de légitimité. Deuxièmement, vous avez tout un pan de la classe politique qui est exclu du jeu institutionnel, du jeu parlementaire, du jeu au niveau qui est exclu des communes. C'est une situation anormale. Personne ne peut nier que le pays est dans une situation anormale. Tout le monde le reconnaît. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les observateurs extérieurs ne manquent pas l'occasion de dire et de conseiller qu'il est bon qu'il y ait
une entente, un accord entre l'opposition et le pouvoir. Parce que la situation n'est pas normale. Donc la crise politique. Qu'est-ce qui est la crise politique est là. Oui, et il faut lui trouver une solution. Oui, mais qu'est-ce qui est contre cette approche entre pouvoir et opposition? Qui est contre quoi? Contre cette approche. De recherche de compromis. Bien entendu. Eh bien, je vais vous le dire. Le forum a toujours été disposé à trouver une formule de sortie de crise, parce que le pays en a besoin. Le pays, quand même, est en face de certains défis qui constituent des menaces pour sa stabilité, son unité, sa sécurité, et en plus du fait que le changement, en raison de la crise économique, sociale, identitaire, enfin tout ce qui s'oppose, est inévitable. Et qu'aujourd'hui, comme hier, nous sommes devant un choix. Ou bien le changement, nous allons nous-mêmes le maîtriser, c'est-à-dire les forces politiques responsables, nous allons les canaliser à travers un dialogue, à travers un compromis, une sortie de crise rationnellement adoptée et qui nous permettent d'ouvrir la voie au changement de façon pacifique. Ou bien le changement va nous échapper et va se faire brutalement, violemment, et engager le pays vers l'inconnu. Il faut être lucide. Nous avons l'exemple de tous les pays qui ont connu des crises politiques. Les choses commencent toujours par une crise politique entre l'opposition et le pouvoir. C'est une histoire d'élection. C'est banal, ce n'est pas grand-chose. Mais parce qu'on ne lui donne pas la solution, parce que le pouvoir en place considère que j'y suis, j'y reste, et il ne veut pas donc rechercher une solution, la crise s'amplifie, la crise ouvre la voie à d'autres acteurs, et finalement, l'irréparable arrive, c'est-à-dire qu'il y a une rupture, il y a une cassure, et ce qui va suivre, on ne sait pas s'il est contrôlable, ce n'est pas contrôlable, à quoi il ne va pas aboutir. Vous avez l'exemple actuellement de la Centrafrique. La crise entre l'opposition et le pouvoir a commencé en 2005. Bozizé a cru qu'en organisant des élections présidentielles en 2005, qu'il a manipulées, il a cru que s'il continue de négliger les réclamations de l'opposition, que cela lui suffit. De toute façon, l'opposition, c'est une opposition politique. Elle ne peut rien, donc il a fait la formalité électorale et puis s'en tient là. 2012, il recommence la même chose. Et l'opposition crie, et la crise s'amplifie. Et lui, il croit qu'il a le soutien de l'Occident, que c'est un militaire, qu'il a sa garde tribale, pratiquement, qu'il a aussi certains pays qui le protègent, l'armée tchadienne, etc., qu'il a derrière lui le gouvernement français, donc, et puis il peut disposer des richesses du pays. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? La situation a fini par dégénérer, par pourrir. Et finalement, vous avez un outsider, un troisième larron, qui a profité de cette situation, c'est les cas qui sont venus d'ailleurs et qui ont tout bouleversé et de fil en aiguille, Centrafrique est dans la situation chaotique que nous voyons aujourd'hui. Donc, que Dieu nous en préserve. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une vision. Nous, au niveau du forum, nous, au niveau du FP, nous pensons qu'il faut prendre les devants de la situation. Que la situation en Mauritanie, il y a une crise politique, il y a une crise sociale très très grave. Il y a une crise même qui touche les identités. Chacun a une identité aujourd'hui qui l'oppose aux autres identités. Vous savez, le danger des antagonismes identitaires.
frontières qui détruisent les pays. Vous avez une crise sécuritaire. L'insécurité à l'intérieur et les menaces sécuritaires de ce qui se passe au Mali, à nos frontières. Tout cela ne peut pas être indifférent. Le pouvoir ne peut pas continuer à dire l'essentiel c'est que je suis là, l'opposition n'a pas d'armes, moi j'ai des unités, j'ai mon bazet, j'ai mon ceci, donc je ne risque rien. Non, le pays risque d'être déstabilisé. Vous pensez vraiment Et donc, la seule voie véritablement viable, c'est une voie de recherche, de sortie des crises entre les acteurs responsables, entre les patriotes de ce pays. Nous sommes disposés à ça. Nous l'avons toujours montré, mais le pouvoir, je crois que l'actuel président n'est pas encore disposé à faire de compromis. Tout le dialogue il a dit maintes fois qu'il est ouvert au dialogue et il vous appelle à un dialogue. Il faut distinguer entre deux choses. Il a même dit au cours de son investiture. Il y a deux choses que vous devez distinguer. Vous devez distinguer entre le dialogue palabré, et le fait d'être disposé à faire des concessions. Le pouvoir, jusqu'à présent, toutes les tentatives de dialogue, le pouvoir n'est pas disposé à faire des concessions. N'est pas disposé à... il est prêt pour le dialogue. Il est prêt pour le dialogue, mais il n'est pas disposé à faire des concessions. Donc il n'est pas disposé au dialogue. On a fait l'accord de Dakar. Vous savez ce qu'il a fait de l'accord de Dakar? Il a refusé l'application de l'accord de Dakar. Du début jusqu'à la fin. Tout ce qui a précédé les élections n'a pas été appliqué. Toutes les clauses, sauf le scrutin, le jour du scrutin. Mais toutes les autres dispositions n'ont pas pu être appliquées. Exactement. La suite de l'accord de Dakar n'a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'elle prévoyait, je vais vous dire le secret, elle prévoyait que au lendemain de l'élection présidentielle, les parties prenantes de l'accord devaient poursuivre le dialogue pour trouver quoi? Pour trouver une formule de partenariat dans la gestion du pouvoir. Pourquoi? Parce que à Dakar, nous avons à l'époque considéré que le pays doit être stabilisé et qu'il ne peut être stabilisé que par un certain partenariat entre le pouvoir et l'opposition jusqu'à stabiliser la situation, stabiliser la démocratie avant d'ouvrir la voie à une compétition et à des rivalités politiques, disons, totales. Lui ne voulait pas de ça. Il y a eu l'accord avec la CAP. Vous avez entendu ce que disent les gens de la CAP. Finalement, cet accord a été vidé de tout contenu. Nous-mêmes, nous avons cherché le dialogue en septembre passé, en septembre 2013, sur les élections législatives. Et en avril 2014, et à chaque fois, le pouvoir dit qu'il n'a pas le temps de discuter de la recherche d'un compromis. Non. Donc, c'est-à-dire que nous devons absolument accepter ce que lui, il a déjà préparé pour les élections. Donc, accepter sa conception unilatérale et les règles qu'elle a déjà fixées pour les élections. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est ce qui nous a... Donc, il nous a imposé le boycott. La recherche d'une solution de sortie de crise, nous sommes disposés à ça. Et je vous l'ai dit, c'est l'UFP qui l'a réaffirmé dans son dernier bureau exécutif, et le FNDU avant et après a toujours répété ça. Nous n'avons pas d'autre voie que la voie de débloquer la situation par des voies politiques. Et évidemment, la situation est bloquée. Oui. Monsieur le Président, l'ancien président de la transition en 2005, Ali Mohamed Wade, a estimé après les élections que le dialogue est inutile avec le régime. Vous avez répondu, le président élu Mohamed Wade est une personnalité nationale très avisée, qui a de l'expérience et qui est informé de la situation du pays. Pour notre part, je cite, vous-même vous le dites, nous œuvrons à ce que l'issue de cette impasse soit démocratique et pacifique. Mais il est certain que le pouvoir fait tout pour qu'aucun changement pacifique et démocratique ne soit possible. Dans ce cas, il expose le pays à l'instabilité. Donc, lui, il n'a pas écarté ici un coup d'État. Ça, c'est votre interprétation.
Beaucoup d'autres. Votre interprétation, je n'ai pas ajouté un commentaire supplémentaire à ce que j'ai déjà fait au propos de l'intervention du président Ali Mohamed Vall. C'est une personnalité nationale. Il connaît certainement mieux que beaucoup de gens de quoi il retourne. Donc, je respecte son point de vue, son analyse, et c'est uniquement dans mon pouvoir et dans mon droit de vous exposer que ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Est-ce que la situation va se prêter à ça? Est-ce que le président Mohamed Ould Abdel Aziz va se raviser, va se rendre compte qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de rechercher une solution de sortie de crise pour l'avenir? Il faut ménager l'avenir. Et donc le pays a besoin de ça, nous avons tous besoin de ça, lui il a besoin de ça, et qu'il vaut mieux prévenir les événements, qu'il vaut mieux anticiper, mais nous n'avons vu nulle part un homme qui est autoritaire, qui s'impose par la force, continuer tout le temps à empêcher tout changement dans le pays, dans une période où autour de nous, tout le monde, tous les pays changent, tous les régimes autoritaires s'écroulent, et que ce n'est pas possible de restaurer le régime autoritaire qui avait vécu déjà depuis 2005. Ce n'est pas possible. Oui, je vous interromps, Monsieur le Président, mais quand vous dites refuse tout changement, ce président est élu pour 5 ans. Qui l'a élu? Le peuple. Il est élu à 81%. Nous considérons que ces élections ne sont pas crédibles, qu'elles ne sont pas légitimes même, parce qu'elles ont été faites par un seul camp. Ces élections-là, pour qu'elles soient véritablement légitimes, elles doivent être consensuelles. Tout le monde sait que toute la classe politique, sur toute la classe politique, c'est une partie seulement qui s'est engagée dans ces élections. C'est pratiquement un seul parti, c'est l'UPR et les partis de la mouvance présidentielle. Mais tous les partis d'opposition ont boycotté. Pratiquement, tous les partis d'opposition. À une unité ou deux. Oui, il y a eu quand même à une exception ou deux après. Mais si on veut parler si on veut donner, disons, un résultat global, on peut dire presque toute l'opposition a boycotté. Et le peuple mauritanien aussi a boycotté ces élections. Donc ces élections sont entachées d'illégitimité. Et ne permettent pas d'asseoir un régime et de le stabiliser. Vous ne pouvez pas imaginer que pendant 5 ans, l'opposition va être exclue du champ politique, du champ légal, du champ parlementaire. Qu'allez-vous faire donc? Non, mais donc, c'est-à-dire que c'est là où il faut se rendre compte de la gravité de la situation que le pouvoir actuel crée. En s'engageant, en imposant au forcing des élections unilatérales, aussi bien municipales, législatives que présidentielles. Il crée une situation déséquilibrée, déséquilibre politique dans le pays, une situation de crise. Ne me demandez pas qu'est-ce que nous allons faire. Demandez-lui comment il peut se maintenir pendant 5 ans sur une situation déséquilibrée comme ça. Comment il pourra se maintenir face à une opposition qui va se battre, qui va faire tout pour que ça ne continue pas, pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait une remise en cause de cette situation, parce qu'elle a le droit d'être un acteur politique qui a toute sa place dans toutes les institutions, la place qu'elle lui donne son audience dans l'opinion publique. Et évidemment aussi, il y a tous ces problèmes qui nécessitent une unité nationale, les problèmes de sécurité nationale.
les questions qui concernent l'unité nationale ne peuvent pas être réglées par un parti ou par un camp. Ce sont des questions qui requièrent une entente nationale, aussi bien entre l'opposition, au niveau entre les partis qu'entre l'opposition et le pouvoir, entre toutes les sensibilités. Donc, si le pouvoir actuel pense pouvoir continuer à gérer le pays de façon unilatérale, de façon autoritaire, de façon personnelle, il se trompe. Il se trompe. Et ce qu'il faut craindre, c'est que ça conduise le pays à une situation justement d'instabilité. Oui, mais ça va dans l'intérêt de personne, ni vous, ni le camp du pouvoir. Exactement, c'est dans l'intérêt des personnes. Oui. Mais ça veut dire que si ce pouvoir actuellement s'obstine à nous conduire tous vers l'abîme, mais nous devons refuser, nous ne devons pas accepter de le laisser faire. Nous, l'opposition, nous devons nous battre pour l'amener à reculer, à renoncer à cette voie suicidaire pour le pays. Et les partis même de la majorité doivent se raviser. Parce qu'ils ne doivent pas être un troupeau de moutons qu'on conduit à l'abattoir. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup de partis, que beaucoup de ces partisans, des gens qui sont avec lui, ont les mêmes craintes, les mêmes soucis. Ne sont pas du tout contents de la façon dont ils gèrent le pays. Et souhaitent même qu'un changement intervienne. Je crois, parce que les échos que nous avons, c'est qu'il y a deux oppositions. Il y a l'opposition déclarée et il y a l'opposition silencieuse. Cachée, si vous voulez. Silencieuse, c'est-à-dire les minimums d'opposition. Comme le dit les hommes d'intérêt, comme le dit le hadith. C'est les gens qui s'opposent au pouvoir, mais ils ne peuvent pas le dire. Ou ils le disent en cercle privé. Mais je peux vous dire que les Mauritaniens aujourd'hui sont pratiquement unanimes contre la gestion actuelle du pouvoir. Et il doit s'en rendre compte. Qu'est-ce qui le prouve, Monsieur le Président? Ce qui le prouve, c'est que l'opposition s'oppose. Les populations manifestent tous les jours devant la présidence. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Et pour ce qui est des partis de la majorité, comme leur opposition est une opposition vraiment très dissimulée, je n'ai pas à la dénoncer ou à dénoncer quoi que ce soit de ce point de vue, mais je dois faire observer quand même que la victoire du président Mohamed Abdelaziz aux élections présidentielles n'a été accompagnée d'aucune manifestation de joie, d'aucune manifestation de triomphe, de victoire par les partis d'opposition. Donc ça veut dire au moins que là nous avons affaire à une victoire. Les partis de la majorité n'ont manifesté. Oui, il y a des klaxons, des gens aucune joie, aucun triomphe. Bon, l'opposition s'attendait à des... Au moins ça montre quand même que cette victoire-là ne les fait pas tellement... Il y a 81% de voix, non? Non, c'est pas une victoire qui donne de l'émotion. Oui, l'opposition dit que ce n'est pas une victoire, mais la majorité dit que c'est une bonne victoire. Voilà. On dit même que dans des localités, des leaders d'opposition étaient présents. Lorsque vous organisez des élections unilatérales, dites ce que vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. C'est vous qui avez organisé ces élections à votre façon, taillé sur mesure, et vous pouvez donner le résultat que vous voulez, vous pouvez aboutir au résultat que vous voulez, vous êtes seul, vous courez tout seul. Celui qui fait une course tout seul, il va évidemment remporter. Pas de risque. Voilà, passons à autre chose, Monsieur le Président. Dans une interview récente avec le Calam, vous avez proposé l'organisation d'une nouvelle édition des journées de concertation nationale.
regroupant bien entendu les acteurs politiques et sociaux pour s'entendre sur une feuille de route devant mettre le pays à l'abri des dérives suicidaires. Que voulez-vous dire? C'est-à-dire, expliquez-nous exactement le contexte de cette intervention. Ça, c'est une question très importante. C'est la question de l'unité nationale. Bon, vous savez, le peuple mauritanien est un peuple multinational. Il y a plusieurs composantes. Et si nous ne définissons pas des rapports de cohabitation qui font que chacun se sente à l'aise dans son pays et que tous les problèmes qui sont soulevés relatifs aux inégalités, relatifs au rapport au sentiment de marginalisation, relatifs au passif humanitaire, par exemple, relatifs à des contentieux culturels. Toutes ces questions-là, si nous ne les réglons pas, ou si nous ne trouvons pas, nous ne nous entendons pas sur des approches pour les régler, c'est quelque chose qui met en cause non pas la question du pouvoir, mais la question même de l'unité de notre peuple. Et ça, c'est plus important que la question du pouvoir. Si nous voulons construire un pays, une nation homogène, nous sommes obligés de comprendre que les composants de ce peuple doivent s'unir, et pour s'unir, doivent se comprendre mutuellement, doivent se respecter mutuellement, et doivent, chacune d'elles, accepter la différence avec l'autre, et accepter aussi qu'ils ont les mêmes droits dans ce pays-là. Ils ont les mêmes droits. Or, en raison de facteurs historiques, c'est que parce que la Mauritanie a été héritée, l'État mauritanien a été hérité d'une période coloniale. Donc nous avons hérité une certaine situation, qui est donc le résultat de l'histoire, et qui crée des situations d'inégalité. Et la façon de régler ces problèmes d'inégalité crée l'occasion pour des rivalités et parfois des confrontations. Et donc c'est là où il y a le danger. Lorsqu'on veut régler un problème qui est posé, qui est hérité de l'histoire, mais qui ne peut pas continuer, par exemple la question culturelle. La question culturelle s'est posée parce qu'il y a un héritage colonial. Nous avons l'école coloniale et nous sommes devenus une nation indépendante. Et il y a une communauté majoritaire qui parle l'arabe et qui veut que l'arabe ait sa place. Mais comment elle doit avoir sa place? Et par rapport aux communautés qui ne sont pas arabes, comment il faut préserver leurs droits, eux aussi, qui n'est pas de leur imposer l'arabe. Ce problème-là a été mal posé, mal réglé, de part et d'autre, et finalement, ça a créé une crise qui a continué jusqu'en 80. Et ça a ressurgi en 80. Et ainsi de suite. Il y a aussi des problèmes fonciers qui se sont posés dans les années 80, parce que l'approche des États était une approche qui n'était pas correcte, et parce qu'il y avait aussi une dimension extérieure avec le Sénégal. Tout cela a été mal géré, mal posé et mal géré. Nous avons eu de graves événements en Mauritanie, à partir de 87, et qui ont eu des prolongements avec les événements de 89. Et les événements de 89 avec le Sénégal ont encore eu des prolongements à l'intérieur plus catastrophiques, avec les épurations, les massacres, les déportations complètement criminelles et stupides, et qui ont mis la Mauritanie, l'unité du peuple mauritanien en danger. Et c'est extraordinaire que c'est une chance pour la Mauritanie, et c'est la preuve aussi du sentiment patriotique des Mauritaniens que nous n'ayons pas basculé dans une guerre ethnique comme les autres pays en Afrique. Donc, ça c'est un aspect du problème. Maintenant, il y a un problème qui concerne aussi la société
moi, la société arabe de Mauritanie, c'est que cette société est une société qui dans le temps a été composée de castes. Et ces castes, il y en a qui ont des privilèges, et il y en a celles qui sont pénalisées par leur statut. Cette société est en train en voie d'extinction, mais les privilèges de certains sont en train d'être reconduits par les régimes, et aussi la pénalisation de ceux qui sont originaires des couches défavorisées dans cette société traditionnelle. Ces pénalisations-là sont en train d'être reconduites. Donc finalement, la société traditionnelle peut disparaître, mais tous ces préjugés sont en train d'être reconduits. Et évidemment, ça crée aussi un autre problème de l'unité de notre peuple. C'est-à-dire la question de l'esclavage. Elle n'est pas réglée correctement. Les régimes qui se sont succédés jusqu'au régime actuel ne cherchent pas à la régler sérieusement. Donc les pratiques esclavagistes persistent. C'est intolérable, c'est inacceptable, c'est irrationnel. Et on ne peut pas cacher ça, ça existe. Pourquoi le pouvoir actuel ne prend pas des mesures très claires pour faire disparaître là où ça subsiste, de faire disparaître ces pratiques? Pourquoi? Lui qui sait tout ce qui se passe dans une maison, qui écoute tout le monde, il a quand même tous les moyens pour savoir ce qui existe et ce qui n'existe pas. Au lieu de jouer au plus malin avec l'opinion publique étrangère, le problème, la question de l'opinion publique extérieure sur ce plan-là est secondaire par rapport à notre unité, par rapport à notre cohésion. Donc tout cela, toutes ces questions-là, nous avons besoin de les traiter. Mais je me rends compte que de tels problèmes, s'ils ne sont pas posés correctement, ne peuvent pas avoir des solutions justes et viables. Or, il arrive dans les discours, qu'on entende une façon de les poser qui n'est pas correcte. Et donc, qui peut aboutir à un résultat contraire à ce qui est recherché. C'est-à-dire, par exemple, le fait de dire que nous pouvons faire l'économie de régler sérieusement le problème des déportés, le problème du passif humanitaire d'une façon convaincante pour les ayants droit, c'est se tromper soi-même. On ne peut pas. Il n'y aura pas véritablement de dépassement de ce problème que s'il est posé clairement avec les ayants droit et qu'il est réglé. Nous avons commencé à le faire en 2007 lorsqu'il y a eu des journées de concertation. Et une feuille de route a été adoptée par tout le monde. Mais malheureusement, avec le coup d'État, tout ça a été bouleversé. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, évidemment, même si on règle le passif humanitaire, la question reste. Comment on va régler le problème des langues? Comment on va régler le problème de la représentation de ces communautés dans les institutions de l'État? Il y en a qui posent par exemple le problème des quotas, le problème de l'autonomie régionale. Ça, ce sont des questions qu'il faut régler. Est-ce que c'est juste de dire on va faire des régions autonomes? Est-ce qu'il est juste de dire on va faire des quotas à la manière du Liban? Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Donc c'est pour cela qu'il est bon, c'est le sens de mon invitation à tous les principaux acteurs concernés par ce problème-là, c'est-à-dire tous les patriotes en fait, toutes les forces politiques patriotiques, qu'on s'assoie et qu'on discute de ça et qu'on s'entende sur, si vous voulez, une charte de l'unité nationale qui diagnostique la situation, qui identifie les problèmes, qui identifie leurs solutions, qui précise une feuille de route. Et c'est la meilleure garantie pour nous contre ceux qui pourront poser le problème de manière conflictuelle
et conduire le pays au suicide collectif. Parce que je pense que toute guerre ethnique, tout conflit ethnique violent ne peut conduire qu'au suicide collectif, comme on le voit dans tous les pays qui, malheureusement en Afrique ou ailleurs, ont fait l'expérience. En ce qui concerne la question Haratin, il y a toute une confusion là-dessus aussi, qu'il faut arriver à régler. D'abord, il faut savoir que la question Haratin, ce n'est pas la question de l'esclavage. Il y a une distinction entre la question de l'esclavage et la question Haratin. On aura beau régler le problème de l'esclavage, la question Haratin restera posée. Parce que ça aborde une autre dimension, une dimension sociale, d'une couche sociale marginalisée, traditionnellement marginalisée dans le cadre de la société et qui continue d'être marginalisée dans le nouvel ordre social dit moderne parce qu'elle occupe une position particulière là-dedans. Voilà, toutes ces questions-là aussi méritent d'être discutées et qu'on leur trouve une solution. Oui, mais quelles sont les solutions préconisées par l'opposition? Par l'opposition, oui. Par l'UFP. Par l'UFP. D'abord, si je prends la question de... D'abord l'esclavage. L'esclavage, les pratiques esclavagistes doivent être bannies. Et c'est une question du pouvoir. C'est une question de la responsabilité revient au pouvoir, à l'administration. Mais c'est déjà fait, monsieur le Président. Aux gendarmes, aux juges. Non? Non. La preuve, c'est que tous les jours, on trouve des cas. Et je vous ai dit que notre population n'est pas nombreuse. Et notre État suit tout le monde pratiquement, ou donne l'impression de suivre tout le monde. Il connaît pratiquement la situation dans tous les recoins de la Mauritanie. Ils reconnaissent les séquelles d'esclavage. S'il y a encore des cas d'esclavage, c'est que l'autorité n'a pas fait son travail. Donc elle est responsable de ça. Ensuite, lorsqu'on lui amène un problème, elle essaie aussi de jouer sur les mots, de jouer sur les situations, et donc de les régler, de ne pas les régler convenablement. Aujourd'hui, l'esclavage ne répond à aucun besoin économique. À aucun besoin. Donc, pratiquement, pour le régler, il n'y aura pas de résistance significative. Donc, c'est une question de volonté politique. Et si les Mauritaniens, les rares Mauritaniens qui continuent encore de pratiquer ce crime, parce que c'est un crime, s'aperçoivent que le pouvoir, que l'autorité publique est décidée à punir tout celui qui ne respecte pas la loi, eh bien les gens n'ont aucun intérêt à garder des esclaves et à continuer à pratiquer l'esclavage. Ils vont s'en défaire immédiatement. Mais si ça continue, c'est que ils pensent que non, ils ne sont pas obligés, qu'ils ont des couvertures, qu'ils ont des protections. Donc l'autorité, sur ce plan-là, doit être indexée pour tout ce qui subsiste encore de cette pratique. Ça, c'est d'abord par rapport à l'esclavage. Oui. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, évidemment. Ce n'est pas tout. Il faut, évidemment, lorsque ces victimes, et même celles qui les ont précédées, qui ont été libérées, sont libres, lorsqu'elles deviennent libres, évidemment, il faut leur donner l'assistance qu'il faut pour pouvoir s'insérer dans la société, pour pouvoir s'insérer dans la vie normale. Et ça aussi, c'est une responsabilité des pouvoirs publics. Bon, j'ai vu qu'il y a eu des initiatives de création d'une agence, etc. Mais il faut dire que son rôle sur ce plan-là n'est pas manifeste. Je pense que il y a beaucoup de moyens qui sont disponibilisés dans ce sens. Et il faut en disponibiliser suffisamment. Mais il faut que les principales victimes soient associées à la gestion de cette agence. Il faut qu'il y ait leur mot à dire à cette agence. Il faut que même
l'administration de cette agence qu'il est le représentant. Pour que vraiment elle joue le rôle et qu'elle réponde aux besoins des victimes. Bien sûr que la population concernée on doit lui donner des moyens de subsistance, du travail. On doit l'aider à envoyer ses enfants à l'école, à accéder à l'école, à accéder à la protection sanitaire. Et donc tous les services nécessaires pour lui permettre de pouvoir s'insérer progressivement dans la vie normale. Mais, dernièrement, il y a eu un colloque organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originaire dans ce cadre d'élimination ou d'éradication des séquelles de l'esclavage. Et d'ailleurs, Tadamoun y était présente et ont élaboré une feuille de route, c'est-à-dire pour construire plusieurs écoles dans les Adouaba. Et le ministère des Affaires islamiques aussi interpellait tous les imams érudits de ce pays dans le sens de faire un tour et essayer d'expliquer, d'essayer d'éradiquer l'esclavage. Je n'ai pas une information suffisante sur ce colloque-là, mais la question est une question qui intéresse beaucoup d'acteurs, mais qui intéresse au premier plan les victimes. La feuille de route ne peut pas être faite et les mesures à faire ne peuvent pas être faites et le programme de l'agence ne doit pas être fait sans prendre l'avis des victimes et des gens qui les soutiennent. Vous avez des agences ici, vous avez des organisations comme SOS Esclaves, comme l'IRA, comme des associations comme ça, mais vous avez aussi des partis politiques démocratiques, des partis politiques nationaux, des partis politiques patriotiques, qui ont leur mot à dire sur la façon la meilleure pour éradiquer l'esclavage, mais aussi pour accompagner les victimes pour une meilleure insertion. La question de la propriété terrienne, pour ceux qui sont dans les campagnes, la question du travail dans les villes, la question de l'accès aux services de base, tout ça, c'est des questions qui doivent, la feuille de route doit être une feuille de route réalisée par un consensus entre tous les acteurs. Ces questions nationales ont besoin d'un consensus pour pouvoir trouver une solution idoine. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit s'engager. Et bon, pouvoir prendre des mesures dans ce sens, mais en même temps, il neutralise ces mesures par d'autres gestes, par d'autres approches. Et donc finalement, on ne sait pas, c'est assez confus, c'est une approche tâtonnante. Et c'est pourquoi le résultat n'est pas au bout. Et le doute continue d'entourer son action. Et donc il n'est pas convaincant. Donc pour dépasser ça, il faudrait qu'il y ait plutôt une approche participative sur des questions aussi sensibles et aussi importantes. Très bien, Monsieur le Président. Passons maintenant, quelle lecture faites-vous de la situation économique? Je voudrais parler de la question Haratin. Oui, d'accord. Parce que la question Haratin est une... Parlons un peu de la question Haratin et du manifeste Haratin. Que pense l'UFP de ce manifeste, d'abord, situation de Haratin? D'abord, la Haratin, c'est une question de la société mort, de la société arabe de Mauritanie, qui était hiérarchisée en castes, à la manière des autres sociétés africaines, de la société Wolof, de la société Poulard, de la société Soninké. Vous savez, c'est des sociétés de castes. Et la caste, c'est un groupe socio-professionnel fermé. Donc, dès qu'on appartient à une caste, c'est pour toute la vie. Bien entendu. Bon, évidemment que le Haratin, dans la société mort traditionnelle, c'est un peu le serf, quoi. C'est dans la société féodale européenne, c'est-à-dire c'est le producteur souvent agricole qui dépend d'un maître ou d'un seigneur d'une certaine façon, à un certain degré, qui dépend par rapport en tout cas à sa production.
lorsqu'il y a eu le phénomène de la sécheresse et le phénomène de la marchandisation de l'économie, la société traditionnelle aujourd'hui est en ruine. Et donc, cette ruine de la société, de l'économie traditionnelle, rurale, et la sécheresse a chassé les populations rurales et attirer les bétails. Et surtout les plus pauvres dans les villes. Ouais. Dans les villes. Et donc, a brisé un peu les anciens rapports de production. On continue de parler de Haratin comme si on était dans la société rurale, parce que, à cause de l'assignation des castes, la caste assigne quelqu'un. Même si quelqu'un qui est d'origine Haratin devient homme d'affaires, on dira toujours Hartani. Bien sûr. Alors qu'il n'est plus Hartani en fait, parce que Hartani, ça signifiait quelque chose dans la société traditionnelle. Et dans la société, la nouvelle société moderne, il y a d'autres classes, d'autres catégories sociales. Les hommes d'affaires, les riches, les moyens, les pauvres. Les moyens, les pauvres, les ouvriers, etc. Donc, ces catégories sociales traditionnelles, nous gardons ce vocabulaire. Mais en réalité, ce n'est plus ça. Ce qu'il y a, c'est que les paysans de Haratin, de la campagne, lorsqu'ils sont venus en ville, sont devenus des ouvriers. Et donc, ils étaient là-bas les producteurs manuels, ils sont ici les producteurs manuels à 90%. Et les travailleurs dans le système actuel, social et économique, sont défavorisés. Donc, ils étaient défavorisés hier, ils continuent d'être défavorisés. Ils continuent d'être marginalisés. Là, il faut avoir une lecture, il y a une lecture raciale, qui est évidemment, qui n'est pas juste. Si les Haratins dans les bidonvilles, on les voit dans les bidonvilles, c'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est parce qu'ils sont socialement défavorisés. Ils étaient défavorisés, venus en ville, et ils sont devenus défavorisés parce qu'ils sont devenus des ouvriers, souvent d'ailleurs des ouvriers manuels, et donc ils sont dans un statut qui est aussi défavorisé. Bon, il faut dire aussi que c'est le lot de toutes les populations rurales dans le tiers-monde. Si vous avez des bidonvilles, les bidonvilles à Nouakchott, c'est comme les bidonvilles à Dakar et partout. Pratiquement 80% de l'habitat de la population urbaine en Afrique subsaharienne, 80% habitent dans les bidonvilles. Ce sont des populations rurales chassées par la crise du monde rural. Donc, il ne faut pas avoir une lecture raciale. Par contre, il faut avoir une lecture sociale. Et ça veut dire que si nous voulons faire évoluer cette couche importante de notre société, qui constitue pratiquement la moitié de la société mauritanienne, il faut prendre deux mesures. La première, il faut lutter contre les privilèges traditionnels liés à l'origine sociale et qui continuent d'être pratiqués dans les nominations, dans les distributions des avantages, etc. C'est-à-dire que la répartition des ressources nationales et des avantages et l'accès aux postes, l'accès au crédit, l'accès à tout cela ne doit plus se fonder sur les privilèges liés à l'origine sociale. Je suis le fils d'un noble, donc j'ai la primauté par rapport à un roturier, etc. Cette logique-là, traditionnelle, doit disparaître et doit être combattue. Deuxièmement, il ne suffit pas de ça, il faut les promouvoir. Pour qu'ils se retrouvent dans tous les domaines. Chaque fois que c'est possible de les promouvoir, mais pas seulement possible, il faut avoir une certaine politique pour amplifier l'ascension sociale. Deuxièmement, se rendre compte que le problème essentiel des Haratin, c'est la condition des ouvriers et des paysans. Ils sont à 90% ouvriers et paysans. Qu'est-ce qu'on fait pour les ouvriers et les paysans pour améliorer leur situation? Qu'est-ce qu'on fait pour les paysans, par exemple ruraux, pour que véritablement ils soient dans des conditions où ils peuvent vivre de leur travail? Aujourd'hui, les paysans ne peuvent pas vivre de son travail. Il y a des entraves encore toujours liées
à la propriété terrienne, il y a une bonne partie qui sont exclues de la propriété terrienne, mais vous avez aussi le fait que les conditions climatiques imposent une amélioration du processus de production. Il ne faut pas continuer le paysan ne peut plus vivre avec sa roue là, et le travail de la terre de façon traditionnelle, et c'est à l'État de lui créer les conditions pour qu'il puisse vivre. C'est ça le sens de notre le dernier festival que nous avons organisé. Je reviendrai tout à l'heure. Voilà, c'était pour attirer l'attention sur ce problème-là. L'agriculture pluviale, qui est liée à la pluie et de laquelle vivent la majorité des gens, n'est pas prise en considération par les pouvoirs publics, alors que c'est d'elle que vivent la majorité des paysans et la majorité des haratim. Et donc, alors qu'on peut faire pas mal de choses par rapport à ça. Si vous voulez, on reviendra sur ça. Les ouvriers, les travailleurs, les salariés, l'État ne les protège pas. Tous les conflits sociaux actuellement, les principaux conflits sociaux les plus importants, on prend en jeu quoi? C'est l'application de la loi, l'application du Code du travail. C'est la responsabilité de l'État, au moins ce qui est déjà acquis par les travailleurs, de leur permettre de l'avoir et donc de veiller à l'application du droit du travail, au droit des travailleurs. Donc si vous voulez, les droits syndicaux ne sont pas vraiment pris en considération, les droits des travailleurs ne sont pas pris en considération, et ensuite leurs enfants. Vous allez dans les kebba actuellement. Dans les kebba, les enfants des ouvriers, des populations les plus pauvres ne vont pas à l'école. Et ça les expose à quoi? À aller vers toute forme de déviance. Et ce n'est pas un hasard que certains d'entre eux sont pris par la délinquance, sont pris par la criminalité. C'est parce que les conditions qu'on leur crée, c'est des conditions qui excluent ces enfants-là. La société les exclut. Ils grandissent donc dans une autre société, une contre-société. Et ils se vengent même contre la société, notre société actuelle. Parce qu'ils n'ont plus les mêmes valeurs, ils ont grandi autrement. Ils ne reconnaissent pas leurs parents. Ils peuvent faire du mal à leurs parents, ils font du mal à eux-mêmes. Donc tout cela fait que, par exemple, les pouvoirs publics doivent donner la priorité à la scolarisation des enfants des quartiers pauvres, aussi bien en ville que dans les campagnes. Et leur donner la priorité, c'est de créer des centres, des internats, créer des écoles dans le 5e, 6e, dans tous les arrondissements populaires où il y a les pauvres, et créer des internats pour que ceux qui n'ont pas les moyens, non, les enfants qui ne trouvent pas chez leurs parents de quoi manger à midi, ne désertent pas l'école, ne font pas des fugues, n'aillent pas ailleurs. S'il y a un internat, on va leur garantir les livres, on va leur garantir le repas, on va leur garantir l'encadrement, et petit à petit, à mon avis, si on fait cette politique, une grande partie des problèmes actuellement qui sont posés va être résolue, et on crée une chance pour cette catégorie de notre population de pouvoir aussi accéder à travers ses enfants à toutes les institutions de l'État et à tous les domaines. Très bien. Maintenant, revenons un peu à votre dernière visite à Borat. Oui. Pourquoi exactement Borat et pourquoi en cette période exactement? Bon, c'est une longue histoire que nous avons avec Borat, que nous avons avec l'Aftout de façon générale. Dans les années 80, et même avant les années 80, en tant que mouvement politique, à l'époque MND, nous nous sommes orientés vers la paysannerie, et particulièrement la paysannerie pauvre en Aftout, pour les encadrer, pour élever leur prise de conscience, pour qu'ils se libèrent des entraves, de la dépendance personnelle, de l'esclavage, de toutes les formes de dépendance personnelle,
pour qu'ils puissent disposer de leurs terres qu'ils cultivent. Et donc il y a eu un grand mouvement durant cette période, surtout dans les années, à la fin des années 70, des années 80, aussi bien dans la région de l'Aguilat, donc Bora, Mouit, que dans la région de Barkéoul, que dans la région de Mbout, Takobra et consorts, dans toute cette région-là. Un grand mouvement paysan. Et ce mouvement paysan a permis justement de mobiliser les paysans pour qu'ils se libèrent eux-mêmes. Et ils se sont libérés. Aujourd'hui, si vous allez dans cette région, vous allez trouver des paysans libres qui disposent de leurs terres, qui n'ont pas de complexe, qui sont contre toute forme de racisme, ça me rappelle la révolution bolchevique que vous avez qui prônent le progrès social, la démocratie, qui en grande partie ont été alphabétisés, qu'ils soient Peuls ou morts. Et donc, c'est un peu cette longue histoire que nous avons eue avec eux qui fait que cette zone, lorsqu'il y a eu la démocratisation, a élu des députés UFP. Qui sont vraiment, l'ancrage de l'UFP est très fort dans cette région. Nous avons pu, dans la période de l'hégémonie absolue du PRDS, nous avons réussi à lui arracher la mairie de Mouit. Et il n'a jamais pu, le PRDS n'a jamais pu nous arracher la mairie de Mouit. Durant toute la période qu'il est resté au pouvoir. C'est reconnaissant quand même. Bien qu'il ait utilisé tous les moyens habituels que vous connaissez, l'argent, la corruption, il n'a jamais réussi. Parce que la population de Mouit est une population ferme, consciente. Également, nous avons réussi à lui arracher la mairie de Barkéoul, le chef-lieu du département. C'est un département complètement paysan. Et nous avons aussi réussi à lui arracher la commune de Takobra, dans le département de Mbout, qui est une très grande commune rurale où il y a vraiment des paysans. Donc, cette histoire-là fait que nous sommes très liés aux préoccupations des paysans. Des paysans, surtout les paysans pauvres, les paysans haratim. Et donc, nous sommes préoccupés par la négligence par les pouvoirs publics de l'activité économique de laquelle ils vivent, c'est-à-dire les cultures pluviales. L'agriculture pluviale n'est pas prise en considération et nous avons donc voulu, par ce festival, attirer l'attention sur ça, mais avec eux aussi réfléchir sur les voies et moyens de sauver cette agriculture qui est aujourd'hui menacée réellement. Je dois dire d'ailleurs à l'occasion que je suis très étonné du silence du gouvernement, du pouvoir actuel, par rapport à la menace qui pèse aujourd'hui sur la Mauritanie à cause du mauvais hivernage. Tous les autres pays sont en train de prendre des mesures pour anticiper la crise de soudure qui peut se commencer à partir de janvier ou de février ou peut-être même de décembre dans certaines zones. Parce que vous savez très bien que dans des régions de Mauritanie, plusieurs régions, il n'y a même pas eu de pluie. Et là où il y a eu de la pluie, c'est vraiment un hivernage médiocre. Donc nous allons devant une épreuve difficile pour nos ruraux, pour nos éleveurs et pour nos ruraux. Comment se fait-il que notre gouvernement est sur une autre planète? Ça ne le préoccupe pas. J'ai passé en revue tous les conseils des ministres récents, depuis le mois de juillet. Aucun d'eux ne parle de cette préoccupation. Et le dernier, celui du 16 octobre, l'hivernage est terminé. Aucun rapport sur la situation pastorale, aucun rapport sur aucune préoccupation du Conseil des ministres sur comment on va faire face à cette situation grave. Et donc on va attendre, comme d'habitude, il va attendre que la période de soudure commence, que les éleveurs commencent à rechercher l'aliment de bétail et tout cela pour se rendre compte qu'il faut l'importer, etc.
Et donc finalement, il va l'importer dans une période où c'est le médecin après la mort. Et je suis étonné aussi de cela, d'autant plus que le président, le chef de l'État, le président actuel, le président de l'Union africaine, en février, était là pour déclarer que l'Afrique considère que l'année 2014 est l'année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Ouais, et le 29 septembre, à New York, il a encore rappelé ça, qu'il faut soutenir l'agriculture, toute l'attention doit être portée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Et donc, il est en train de mobiliser le monde pour l'agriculture et pour la sécurité alimentaire, et il oublie ça chez lui. Ça m'étonne, non? Donc, vous vous rappelez quand même de penser un peu à l'agriculture et à la Mauritanie. Monsieur le Président, passons à l'économie. Brièvement, quelle lecture faites-vous de la situation économique du pays actuellement? La situation économique, vous avez d'abord ce que dit la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Il dit oui, il y a une croissance, mais c'est une croissance qui est fondée surtout sur les secteurs l'industrie extractive, les secteurs miniers. Et c'est les secteurs extravertis, c'est-à-dire la pêche, peut-être les mines. C'est là, les 6%, c'est ça. Or, les revenus de ça, ce qui importe, ce sont les sociétés étrangères, et les revenus qui en résultent, c'est le budget national. Mais ça ne se répercute pas sur le reste de l'économie de façon sensible. Et ça ne se répercute pas sur les conditions de vie de nos populations. Donc c'est une croissance qui profite à une minorité, mais qui ne profite pas à la majorité du peuple mauritanien. Et je dois dire que par rapport à ça, le Fonds monétaire et la Banque mondiale, je les cite parce que le pouvoir passe tout son temps à nous dire la Banque mondiale m'a dit, etc. Si on se réfère à le document, ils disent qu'il y a deux problèmes. Il y a une très mauvaise répartition de cette croissance de la richesse. Elle est très mauvaise, elle n'est pas bien répartie. Et c'est vrai d'ailleurs, on le voit. La majorité aujourd'hui du peuple mauritanien vit une situation de précarité, vit dans la précarité. Les pauvres sont devenus encore plus pauvres, dans une plus grande détresse, et ceux qui n'étaient pas pauvres sont devenus pauvres. Et ceux qui ont quelque chose aujourd'hui, qu'ils soient petits commerçants ou hommes d'affaires ou autres, sont dans l'incertitude du lendemain. Ils ne savent pas s'ils ne vont pas fermer boutique demain. Donc c'est une situation très grave que vivent les Mauritaniens. Très très grave. Et pratiquement l'écrasante majorité des Mauritaniens. De toutes les couches. Donc l'économie, les grands équilibres économiques, on peut dire, bon voilà, les grands indicateurs sont bons, etc. Mais la réalité, ce qui est important, c'est ce qu'aux Nations Unies on appelle l'indice de développement humain, c'est-à-dire l'économie qui profite à l'homme. Eh bien ça, nous en sommes très loin aujourd'hui. D'ailleurs, notre indice, pour l'année 2013, je crois, est inférieur à la moyenne africaine, à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. 0,6, quelque chose comme ça, mais c'est inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Donc cette croissance qui ne profite pas à notre peuple, c'est une croissance qui n'est pas intéressante. Et ça pose le problème donc de la gravité de la crise sociale. Et cette crise sociale est explosive. Nous avons parlé des risques d'explosion liés aux questions ethniques, aux questions identitaires, etc. Mais la question sociale aussi est là. Elle est grosse aussi d'explosion. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir deux
une petite minorité qui vit dans l'opulence et l'écrasante majorité du peuple mauritanien qui vit dans la misère. Ça va poser un problème un jour ou l'autre. D'autre part, l'autre observation de la Banque mondiale, c'est la mauvaise gouvernance. Elle explique la situation par la mauvaise gouvernance. Il y a une mauvaise gouvernance, c'est-à-dire que nous avons tellement de scandales. Bon, je n'ai pas à répéter tous les scandales. La mauvaise gestion du pouvoir, elle est manifeste. Tout le monde en parle. C'est ce qui alimente les conversations partout, des salons partout. Mais ce qui est véritablement regrettable, c'est que le pouvoir ne se rend pas compte qu'il a une responsabilité morale. La politique, le pouvoir, il y a une dimension morale. Vous ne pouvez pas garder le mutisme et laisser passer l'orage chaque fois que la presse, par exemple, divulgue un scandale et que l'opposition en parle. Et puis, compter sur le fait que, de toute façon, les gens vont oublier en attendant le prochain scandale. C'est comme ça que nous évoluons, que les choses évoluent depuis quelque temps. On passe d'un scandale à l'autre et le pouvoir compte sur le fait qu'un scandale fasse oublier un autre scandale. Et c'est inacceptable. Moralement, c'est inacceptable. Et un pouvoir qui considère qu'il n'a pas une responsabilité morale est un pouvoir qui ne mérite pas d'être là. Qui ne mérite pas tout simplement d'être là. Parce que le peuple mauritanien a une morale. Il ne peut pas être dirigé par un pouvoir qui ne respecte pas la morale. Il n'est pas permis qu'il y ait des détournements, qu'il y ait de la mauvaise gestion, qu'il y ait de la dilapidation des biens publics, et que ce soit révélé, et que le pouvoir ne se préoccupe pas, n'ordonne même pas une enquête, ne jette même pas la lumière, n'éclaire pas l'opinion. Peut-être que ce qui est dit n'est pas vrai, mais alors expliquez. Et c'est le fait de ne pas organiser des enquêtes sur les graves violations qui concernent des milliards, et ensuite nous vendre à l'opinion publique des détournements qui concernent des millions, une dizaine de millions, une centaine de millions, alors que les milliards sont dilapidés. Nous, à l'opposition, nous avons dénoncé l'affaire de l'aéroport, et nous avons dénoncé le fait que la CNIL soit contrainte de donner 15 milliards à cet aéroport. Est-ce que nous avons raison? Est-ce que nous avons tort? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pourquoi il n'y a pas une enquête? Les parlementaires ont posé ça. La société chinoise là de Polyandong. Le pouvoir lui-même a reconnu en 2013 qu'il ne respecte pas les engagements pris dans la Convention. Et il a fait beaucoup de bruit sur ça. Et puis subitement, c'est le silence. Oui, mais est-ce que les problèmes ont été réglés? Non, ils n'ont pas été réglés. Donc c'était une mise en scène, une simple mise en scène. Et tout ça, c'est lamentable. Oui, mais que pensez-vous et ça crée une situation de crise de confiance complète. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui considèrent que le pouvoir, de toutes les façons, c'est un pouvoir qui est là pour faire les affaires. Oui, et il ne se préoccupe pas du reste. Mohamed Abdelaziz a mis en garde lors du dernier Conseil des ministres à toute mauvaise gestion. Pensez-vous qu'il tiendra pas? Oui, mais est-ce que vous pensez que ceux qui ont écouté ce communiqué du Conseil des ministres n'ont pas souri un peu? Parce que dire ça, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, dans plusieurs conseils des ministres. Mais la pratique gouvernementale dément ça. C'est dommage. Je viens de vous dire qu'il y a des scandales qui concernent des milliards, il y a des affaires qui sont absolument faites dans des conditions totalement obscures, et un pouvoir qui ne jette pas la lumière sur ça, qui ne joue pas la transparence,
ne peut pas être convaincant lorsqu'il y a des instructions données comme ça dans un conseil des ministres. C'est uniquement pour la consommation. C'est de la consommation médiatique, quoi. C'est pas... Voilà. Monsieur le ministre, monsieur le Président, nous arrivons à terme de notre émission, mais avant de nous quitter, j'ai 2 questions à vous poser. Pensez-vous, Monsieur le Président, vous qui êtes à la tête d'un parti qui possède une grande expérience de négociation, que le plus de dialogue politique entre la majorité et l'opposition est encore possible? Bien sûr. Et alliez-vous travailler pour ça pendant... Bien sûr que c'est possible, parce que nous sommes là, nous sommes une opposition, le pouvoir est là, nous avons un contentieux, qu'est-ce qui nous empêche de chercher à le régler? Et quel autre choix nous avons que de chercher à le régler? Non. Le seul obstacle qui peut l'empêcher, c'est que l'une des parties ne veuille pas aboutir à une solution, à une sortie de crise. C'est ça, ce qui peut véritablement empêcher cela. Oui, pourquoi? Et en tout cas, ce n'est pas la partie qui est la nôtre. Nous cherchons une solution de sortie de crise. Nous voulons faire en sorte que notre pays dépasse cette impasse. Non. L'autre camp, on peut jurer de rien par rapport à l'autre camp. Monsieur Mouloud, pourquoi ne faites-vous au sein du FNDI une commission qui demande une audience, par exemple, ce qui n'a jamais été fait? Pourquoi nous demandons l'audience? Nous demandons l'audience, mais écoutez, il faut qu'il y ait un rapprochement. Ce que nous demandons, ce n'est pas une audience. Nous demandons un partenaire qui soit prêt à rechercher avec nous une solution de sortie de crise. Non. Nous ne demandons pas à rencontrer quelqu'un ou à discuter avec quelqu'un. C'est pas ça, ça n'a aucun intérêt de se rencontrer pour se rencontrer ou de bavarder pour bavarder. Non. Nous voulons que l'autre partie manifeste mais pourquoi c'est sa disponibilité pour rechercher une solution de crise. Nous l'avons manifesté. Nous l'avons manifesté, nous avons déclaré, etc. Donc, oui, mais une commission, audience avec le Premier ministre... Mais pourquoi vous ne posez pas la question à ceux qui ont le pouvoir et qui détiennent et qui nous ont marginalisés et qui nous ont exclus? Écoutez, ceux qui nous ont exclus, c'est à eux de faire le pas. Si monsieur le Président Mohamed Abdelaziz sera à votre place, je lui poserai la même question. Non, mais vous observez la scène politique. Celui qui a le pouvoir, c'est lui qui détient les clés de la solution. C'est à lui de prouver qu'il est prêt à céder quelque chose, qu'il est prêt à rechercher une solution avec ses adversaires politiques. Ses adversaires, tout ce qu'ils peuvent, leur contribution ne peut pas dépasser leur disponibilité. Si l'offre leur est faite, à discuter, à rechercher une solution de sortie de crise. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous avons eu des expériences décourageantes. Les rencontres, les dialogues qui s'est noué, le semblant de dialogue qui s'est noué en septembre 2013 et la tentative d'avril 2014 sont décourageantes. Parce qu'à chaque fois, on commence avec un grand pompe, un dialogue, palais des congrès et tout cela, et ça ramène à une manifestation médiatique que le pouvoir utilise, alors qu'il n'est pas prêt à aller au fond des choses et à chercher une vraie solution de sortie de crise. Mais si jamais il est disposé, nous sommes prêts. Très bien. On m'a fait signe que le temps imparti pour cette émission prend fin, mais je voudrais que vous me répondiez très brièvement sur cette dernière question. On parle dans les coulisses du pouvoir d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale et de l'organisation d'élections municipales et législatives anticipées. Pensez-vous qu'un tel scénario est de nature à apaiser les climats politiques qui prévoient en Mauritanie? Brièvement, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes prêts à discuter de toutes les propositions qui visent réellement à apporter une solution à la crise politique actuelle. Nous avons notre opinion,
Mais l'autre partie, nous savons aussi qu'elle a la leur. Et si elle a des propositions pour la sortie des crises, nous sommes prêts à en discuter. Très bien. Voilà, chers téléspectatrices, téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi. Je remercie vivement Shannan et Sidi Mohamed, mais aussi je remercie mon honorable invité, Dr Mohamed Oulmouloud, président de l'Union des forces. À mon tour, je vous remercie. Merci beaucoup. Et au revoir, à la semaine prochaine. Merci.